Bonjour à tous. Nous allons maintenant pouvoir débuter ce web séminaire. Merci de nous avoir rejoints du coup pour cette présentation sur OpenShift 4. Donc, je suis Milena Lopez-Betancourt. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me charge du marketing et de la communication chez Startix. Alors, avant de débuter la présentation, je vous informe que nous sommes disponibles sur le chat qui est juste ici, normalement, voilà, si vous le voyez sur l'écran. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les faire parvenir ici dans la section Q&A et nous y répondrons à la fin de la présentation. Si vous avez des problèmes de son ou d'image aussi, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Je vais commencer avec une présentation de Startix pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui souhaiteraient nous connaître plus amplement. L'histoire de Startix commence par ses partenariats. Donc, nous possédons plusieurs partenariats avec des éditeurs reconnus dans le monde du cloud, du big data, de l'open source, qui sont leaders en leur domaine. Par exemple, Red Hat, qui est donc l'éditeur d'OpenShift, qui est notre partenaire majeur. Et on a une histoire commune avec Red Hat depuis notre création, vu qu'on est le premier partenaire historique de Red Hat en France, et on dispose du statut le plus élevé de partenariat, qui est le premier business partner. Donc, c'est un partenariat qui est le gage pour nos clients de l'accès à une expertise pointue sur l'ensemble des environnements technologiques proposés par cet éditeur. L'histoire de Startix débute en 2003, donc ça fait maintenant 16 ans que Startix existe. Et sur cette slide, vous pouvez voir une frise qui représente l'évolution de Startix, et notamment les différents partenariats, l'ouverture du centre de formation. Ensuite, je continue avec nos corps de métier. Donc, on a 3 domaines qui sont assez complémentaires et qui permettent un accompagnement complet pour nos clients. Donc, tout d'abord, avec le support, c'est-à-dire les souscriptions, qui sont propres à chaque outil éditeur. Donc, on a une connaissance des produits qui nous permet de vous apporter une approche assez réaliste de ces souscriptions et de comprendre les différentes offres existantes pour chacun de ces produits. On a également un accompagnement pour nos clients qui se fait dans leur montée en compétences à travers 2 moyens, donc la formation ou l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons un centre de formation depuis 2013, donc nous accueillons toutes les semaines des étudiants dans nos locaux. Certains d'entre vous y sont venus d'ailleurs. Et enfin, on a l'accompagnement des clients en domaine d'expertise pour des missions diverses, que ce soit d'architecture, d'audit, d'installation, d'immigration. Et ces missions se font sous plusieurs formats, que ce soit en semaine, régie ou autre. Ici, je présente les différentes problématiques que nous sommes amenés à traiter. Donc, ce sont des grosses lignes après qui sont propres à chaque technologie et solution en fonction des problèmes ou des besoins de chaque entreprise. Donc, les clients font appel à nous pour aborder ces différentes problématiques, appréhender les technologies et bien évidemment pouvoir les utiliser pour les mettre en place dans le projet, propre à chacune d'entre elles. Enfin, quelques références. Ce sont des entreprises pour lesquelles nous avons travaillé, aussi bien privées que publiques, petites et grandes entreprises. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cet article, sur notre activité, à nous les faire parvenir sur la section Q&A. Et dans tous les cas, je vous ferai parvenir la présentation sur demande. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Fabrice Nouchy, je suis le directeur commercial chez Startix. Alors, la composition de l'offre. Sur cette slide, on reprend clairement les tendances du marché actuel de l'IT. On y voit l'automatisation, le travail collaboratif, la sécurité et surtout le principe, c'est la signature de Red Hat qui rend la souscription bien plus pérenne et bien plus stable. Alors, les bénéfices. Quels sont les bénéfices? Bien évidemment, c'est l'innovation, c'est accélérer l'innovation. C'est faciliter le développement, parce que c'est clairement un outil d'aide au DevOps. Cela permet la réunion de la partie développement et des opérationnels de toute l'infrastructure.
Bah, concrètement, ça va vous permettre de réduire ce que Red Hat appelle le time to market et de mettre en application plus rapidement et avec une haute disponibilité. Alors attention néanmoins, cela reste un outil complexe car c'est un outil qui va vous obliger à modifier la manière de travailler et aussi la manière de s'organiser dans l'entreprise. Il y a un réel besoin d'une réflexion chez vous en interne sur les solutions de containerisation. Et là-dessus, Startix va vous proposer deux solutions. D'une part, la première solution qu'on peut vous proposer, c'est le consulting et aussi les formations. Si je fais un petit mot sur le consulting, on a réalisé chez Startix un catalogue pour monter OpenShift en 5 jours avec 3 ingénieurs seniors certifiés chez Startix. Durant ces 5 jours, on mettra en place une architecture de test, un audit d'une application métier. On va containeriser cette application et on va réaliser un test de déploiement de l'application. Et tout ça en 5 jours, et ce qui vous permettra pour vous en interne de jongler et d'utiliser de manière plus pertinente OpenShift. Et ça sera pour vous clairement un facteur d'aide à la décision, puisqu'encore une fois, en une semaine, on monte la plateforme et l'on fait tourner des applications de containerisation. L'autre solution, comme je disais tout à l'heure, c'est les formations. Les formations, il y a Red Hat a plusieurs cursus de formation, mais juste avant de parler des formations, je voudrais juste vous dire que Startix est le centre officiel de Red Hat en France des formations depuis 2013. Red Hat a mis en place un cursus qui s'adresse à la fois aux développeurs et aux ingénieurs système. Il y a un socle commun, vous le voyez en haut à droite de la slide, un socle commun qui est l'introduction d'OpenShift. Celle-ci dure 2 jours, c'est la DO 180. Durant ces 2 jours, vous allez voir toutes les notions générales et tous les concepts qu'il est nécessaire de maîtriser pour appréhender la techno, tels que Kubernetes et les conteneurs OpenShift. Après, les cours vont se diviser en 2, partie administrateur, partie développeur. Et dans la slide suivante, on voit tous les cours disponibles sur cette année et un peu l'année prochaine. Donc, il y en a plusieurs. Pour moi, c'en est tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en fin de présentation de me les poser. Je laisse la partie à Christophe. Merci beaucoup, Fabrice. Donc là, l'objectif de cette présentation et de ce WebSem, ça va être de vous montrer la nouvelle plateforme OpenShift 4, un petit peu son interface, comment elle fonctionne, les nouvelles évolutions. Et puis, lors de la démo, on va utiliser un nouveau concept de déploiement qui est massivement utilisé à l'intérieur d'OpenShift 4 et qui est vraiment une nouvelle manière de gérer le cycle de vie des applications qui s'appelle les opérators. Et on va observer un opérateur en particulier qui est un des premiers qui a été fait et stabilisé, qui est celui de Couchbase, un autre partenaire de Startix, qui a pour but de proposer une base de données NoSQL qui est capable de fonctionner en production sur des environnements containerisés avec un support de la part de Couchbase et pour la partie OpenShift de la part de Red Hat. Couchbase est également partenaire technologique de Red Hat et partenaire technologique et commercial de Startix. Avant de rentrer dans le cadre de cette démo et de voir vraiment concrètement un petit peu cette plateforme, on va regarder les nouveautés ou quels sont les changements ou les évolutions de la plateforme OpenShift 4, puisqu'il y a eu par rapport à OpenShift 3 une vraie rupture, ce qui va imposer d'ailleurs aux clients qui ont un cluster OpenShift 3 de recréer des clusters. Il n'y a pour l'instant pas de procédure de migration ou de montée de version de 3 vers 4, mais il va bien falloir redéployer des clusters pour la simple et bonne raison, et vous le voyez dans le graphique, la petite slide suivante, c'est que OpenShift 4, il y a un changement au niveau de l'OS et un changement complet au niveau de la structure de Kubernetes utilisée et intégrée dans OpenShift. Donc, la version 4 va passer sur un socle CoreOS, qui va apporter un certain nombre de bénéfices. On va le voir juste après, notamment les live updates depuis des opérateurs. On va avoir ensuite la couche Kubernetes. OpenShift reste basé sur Kubernetes, que ce soit sur le 3 ou sur la version 3 ou la version 4. Et puis ensuite, on va avoir une couche d'automatisation au travers des opérateurs de toutes les opérations d'administration et de cycle de vie applicatif.
Et puis par-dessus, on va trouver un certain nombre de services pour les développeurs, pour assurer le runtime des applications, et puis pour gérer et superviser la plateforme en elle-même. L'intérêt, c'est d'avoir derrière une solution qui permet d'avoir un container as a service. On parle de CaaS, ça fait partie des acronymes qui sont associés à OpenShift. Donc, quand on a besoin uniquement d'exécuter des containers, on a la possibilité d'utiliser OpenShift. C'est à la base, OpenShift a été conçu comme un PaaS, un platform as a service basé sur des containers. Donc, on va trouver des solutions permettant de builder, de containeriser et d'accompagner le lifecycle d'applications que des clients développent. Et puis, OpenShift 4 va proposer avec un certain nombre d'opérateurs et de composants internes d'aller sur du serverless et du function as a service qui va permettre d'avoir des déploiements beaucoup plus fins, beaucoup plus granulaires et beaucoup plus rapides. Donc, tout ça, c'est des différentes manières d'utiliser OpenShift. Soit on l'utilise uniquement pour exécuter des workloads de containers, soit pour fabriquer et containeriser nos applications, soit pour exécuter des fonctions et des services extrêmement précis et des microservices à l'intérieur d'OpenShift. Tous ces changements ont pour but de permettre, alors dans le cadre d'OpenShift, voilà, de fournir au travers de l'interface et des outils OpenShift à la fois de l'automatisation sur les opérations, de pouvoir gérer tout le lifecycle des composants qui sont à l'intérieur d'OpenShift. Vous verrez qu'OpenShift, ce n'est pas seulement Kubernetes, mais c'est Kubernetes plus Grafana, plus Elasticsearch, plus des opérateurs à l'intérieur. Il y a près d'une vingtaine ou une trentaine de projets open source qui sont agglomérés par Red Hat pour fournir une solution complète, clé en main et prêt à utiliser. Là, bon, j'ai mis cette slide pour que vous puissiez voir un peu vers où va OpenShift 4 parce que c'est un mouvement qui bouge bien. On est actuellement sur la 4.1, mais la 4.2 va sortir. Et c'est d'ailleurs là la démo qu'on va voir tournera sur la 4.2. Puis il y a déjà l'OpenShift 4.3 qui est prêt avec des roadmaps établis. Donc, on pourra vous transmettre les slides et vous pourrez voir dans le détail un petit peu l'évolution attendue et les différentes deadlines de cette nouvelle plateforme. L'installation d'OpenShift, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs manières d'installer OpenShift et puis c'est relativement aisé pour quand on utilise certains types de déploiements. On a la possibilité de déployer entièrement la solution. On part de rien, aucun serveur ou aucune machine virtuelle et c'est l'environnement qui va provisionner l'infrastructure et puis qui va déployer la plateforme dessus. On peut également fonctionner avec une plateforme, avec des environnements et une infrastructure existante. Et à ce moment-là, l'installeur va se contenter de venir rajouter les composants OpenShift pour assurer le fonctionnement de la plateforme. Et puis, on a aussi des solutions hébergées, notamment Azure qui a fait un gros travail d'intégration avec les équipes de Red Hat pour un déploiement, je dirais, clic dans Azure. Mais c'est un travail qui a également été réalisé par Red Hat pour aller sur des clouds type Amazon ou type Google. Alors, Amazon et Web Services est le premier où c'est supporté à l'origine et Google Cloud Platform pour le déploiement en full stack automated, ça va arriver, il me semble, sur la 4.2 ou 4.3. Et puis, il y a la plateforme OpenShift Dedicated qui est un environnement entièrement géré, supporté par Red Hat. Vous achetez ou vous prenez un compte dessus, vous commandez un certain nombre de nœuds et c'est eux qui vont vous provisionner l'infra, vous fournir l'infrastructure et puis vous payez uniquement la consommation. Donc pour le full stack automated sur la 4.1 et encore 4.2, hein, là je ne suis pas encore bien sûr, mais il n'y a que Amazon. Par contre, à partir de la 4.3, ce sera sûr, il y aura également Google GCP. Et puis sur des infrastructures existantes, vous pouvez déployer sur de l'Amazon, sur des serveurs on-premise ou sur des machines virtuelles au travers de VMware et tous ces composants, vSphere, etc. Donc ça, c'est déjà supporté et déjà apporté par OpenShift 4. Quand on choisit le déploiement de A à Z, le Full Stack Automation, comme c'est inscrit dans cette slide, ça va être l'installeur qui va s'occuper de tout le déploiement, aussi bien l'infrastructure en dialoguant avec les API Amazon que l'installation de l'OS et puis évidemment l'installation de tous les composants internes à OpenShift.
Quand on est sur une installation on-premise ou sur une installation avec des infrastructures existantes, il y a un certain nombre d'opérations qu'on va devoir faire nous-mêmes ou qu'on réalise a priori avant, pas a priori, mais avant le déploiement. L'intérêt de passer sur CoreOS, Red Hat Enterprise Linux CoreOS, c'est d'avoir un hôte qui est immuable, d'avoir la possibilité de très rapidement faire une montée de version complète de l'OS sous-jacent à la plateforme OpenShift et un rollback en cas de problème, de réaliser des mises à jour et c'est une des options qui est proposée à l'intérieur d'OpenShift. Ça va être de pouvoir, quand on fait une montée de version mineure, d'à la fois faire une montée de version sur la plateforme, mais c'est également des opérateurs et OpenShift qui va s'occuper de faire la montée de version de l'OS sous-jacent et de mettre à jour les composants nécessaires. Donc bon, là cette slide, vous l'aurez et ça vous permet de voir un petit peu la relation entre les deux, qu'apporte l'OS et puis qu'apporte les Kubernetes ou les autres environnements. Mais vous verrez qu'CoreOS est livré maintenant avec un nouveau runtime de containers qui s'appelle CRI-O, qui est donc compatible avec les API ou le fonctionnement de Docker qui était utilisé dans OpenShift 3. Mais le runtime maintenant des containers dans OpenShift 4, ça n'est plus Docker, c'est Podman avec l'environnement d'exécution, le Container Runtime environnement qui s'appelle CRI-O, qui est un autre projet chapeauté par Red Hat, Kubernetes, la communauté Kubernetes, etc. On va aussi avoir une nouveauté, on va la voir tout à l'heure, c'est que Red Hat nous fournit une console pour superviser et observer le comportement des différents clusters OpenShift qu'on pourrait avoir, qui soient installés on-premise sur du cloud. On va avoir une console fournie par Red Hat nous permettant de gérer le lifecycle aussi et l'historique de ces plateformes. Et l'interface d'administration, qui est une des fonctionnalités qu'on a dans OpenShift et qu'on n'a pas par défaut quand on installe Kubernetes ou quand on utilise les services AKS, etc., fournis par les différents cloud providers, c'est donc d'avoir une interface d'admin. Et l'interface d'admin d'OpenShift 4 a été fortement enrichie puisque quasiment tous les composants, allez, pour dire un chiffre, 99% ou 95% des composants gérés par OpenShift peuvent être faits au travers de l'interface web et pas seulement à la ligne de commande. Dans OpenShift 3, on avait encore un certain nombre d'opérations qu'on ne pouvait réaliser qu'au travers de la ligne de commande. Là, avec OpenShift 4, ils ont fait un énorme travail pour rajouter toutes les possibilités et les implémenter dans leur interface web. Ce qui permet d'avoir une vue un peu plus simplifiée du comportement et des tâches qu'on peut réaliser sur notre cluster. Par exemple, le réseau, alors là, c'est un exemple, je vous dis, on vous transmettra les slides et j'ai plus mis ça dans les slides de manière à ce que vous ayez des exemples un peu plus précis, mais on ne va pas rentrer dans le détail non plus de ces contrôleurs. Mais vous avez la possibilité de gérer beaucoup plus finement tout ce qui est la gestion du réseau, les différents composants internes OpenShift, le lifecycle des mises à jour des machines en elles-mêmes, de l'infrastructure. Tout ça est défini au travers de ressources Kubernetes, alors qu'avant, ce n'était pas le cas et ça passait plus par des playbooks ou par l'utilisation ou l'installation de RPM, etc. Bref, des tâches d'administration un peu plus classiques ou qui étaient faites au travers de la commande ocadmin. Maintenant, on peut toujours le faire au travers des commandes, ocadmin, etc. Mais on a la possibilité également de le faire au travers et d'interagir directement avec les ressources YAML qui sont embarquées à l'intérieur de la plateforme. Un autre exemple, voilà, c'est l'authentification du cluster. Avant, c'était des opérations qu'on devait faire en intervenant sur les nœuds master et au travers de playbooks fournis par Red Hat. Maintenant, c'est également un composant interne Kubernetes avec une description en YAML, avec la possibilité de venir modifier, enrichir les différents connecteurs pour l'authentification. Et puis, vous avez un petit exemple, une liste dans cette slide qui vous montre qu'il y a plusieurs back-ends d'authentification, le LDAP, GitHub, GitLab, Google, tout ce qui est SSO avec notamment le OpenID Connect. Et on peut s'appuyer également sur une authentification basique et locale basée sur HTTP pour quelques utilisateurs. Donc tout ça est administré et simplifié par la nouvelle manière de fonctionner et la nouvelle architecture d'OpenShift.
Cette slide, c'est pour vous offrir un peu une vision sur les différentes mises à jour et le life cycle des différentes versions qui vont arriver. On voit qu'on a la possibilité aussi de réaliser des montées de versions over the air, donc directement via la plateforme elle-même. Par contre, on ne va pas pouvoir faire une double montée de version. Là, il va falloir un outil de migration. Et puis là, vous avez une liste de quelques-uns des opérateurs qui sont directement opérateurs à destination des développeurs ou plutôt des chefs de projet qui vont trouver ces stacks, trouver ces composants directement disponibles dans OpenShift avec la possibilité de le déployer relativement, enfin assez facilement dans les projets de développement qui sont liés aux applications qu'ils souhaitent produire et exécuter sur OpenShift. Nous, on va se concentrer sur le Couchbase qui se trouve dans la famille Database, mais vous voyez que vous avez un certain nombre d'autres projets qui sont directement proposés à l'intérieur d'OpenShift. On les verra dans quelques minutes dans le cadre de la démo. Et puis, une autre nouveauté qui vient et qui est arrivée en même temps qu'OpenShift 4 et qui est un peu associée, c'est la possibilité d'utiliser une nouvelle distribution proposée par Red Hat qui s'appelle Universal Based Image, qui a pour but de fournir une image et un socle simple. Je le compare parfois à Alpine, même si la comparaison a des limites, mais c'est un petit peu une sorte de mix entre Alpine, le côté vraiment très léger, très flexible qu'on a sur les containers basés sur une distribution Alpine, et en même temps la rigueur, la qualité de service, le support, le suivi fourni par les équipes de Red Hat. Donc, on a un peu un mélange de ces deux mondes et ça permet d'exécuter des charges plus rapidement avec des composants qui sont quand même fournis et surveillés par les équipes d'intégration de Red Hat qui vont nous fournir des patchs réguliers dès qu'il y a des failles de sécurité, des vulnérabilités, des CVS qui apparaissent. Ils vont intégrer, tester et puis nous livrer des mises à jour dans Universal Based Image. Donc, c'est un nouveau socle proposé pour pouvoir containeriser ces applications de manière un peu plus efficiente. Donc, migration d'OpenShift vers OpenShift 4, ça va être clairement recréer une nouvelle plateforme. Par contre, tout ce qui tourne et les charges applicatives qui tournent dans votre ancienne version et dans votre ancien cluster en version 3, pour les clients qui ont déjà un cluster OpenShift, vont pouvoir être migrées et reprises à l'intérieur d'OpenShift 4. Il y a une compatibilité sur les objets et disons que tout ce qui assure le run de vos containers n'a pas grandement évolué. À l'intérieur, le fonctionnement interne de certains composants a été respecté de manière à ce qu'on n'ait pas en plus une migration, mais vous allez pouvoir reprendre vos deployment config, vos volumes, les projets et les namespaces de manière assez simple. Alors, pour les volumes, on verra. Pour tout ce qui est stockage, il y a des questions aussi. Il faut profiter de cette montée de version pour se reposer des questions sur la manière dont on peut stocker les données persistantes dans nos containers. Donc, l'outil de migration et de mise à jour, il y a un outil de migration qui est proposé, voilà, qui est basé sur un projet open source qui s'appelle Velero et que vous pouvez trouver sur GitHub. Je vais passer maintenant à la démo et l'objectif de cette démo, donc, ça va être de regarder un petit peu cloud.redhat.com, donc cette interface d'administration un peu centralisée chez Red Hat des différents clusters OpenShift. On ira regarder un petit peu aussi la console d'administration d'un cluster OpenShift cette fois, notamment le opérateur hub et ce principe d'opérateur et comment un opérateur fonctionne. Et puis, on ira déployer un premier opérateur basé sur Couchbase. Et puis ensuite, on fera le test d'un failover d'un nœud. On va arrêter un container. Donc, on va déployer un cluster de 6 containers qui travaillent ensemble et qui fournissent une capacité de stockage NoSQL. Et puis, on va aller mettre en failover un nœud pour regarder comment l'opérateur, qui est là pour justement surveiller l'état de ce cluster, va prendre la main et va s'occuper de recommissionner un nouveau container, de le faire rejoindre notre cluster pour continuer à assurer le service de manière 100% opérationnelle comme c'était prévu. Pour ça, je vais quitter le plein écran et je vais me rendre ici. Sur la première partie, donc là, on est sur cloud.redhat.com. Donc, c'est un site, il faut s'authentifier dessus avec votre compte Red Hat. D'ailleurs, bon, je suis déjà authentifié. Vous allez voir qu'ici, il va m'afficher la liste des différents clusters que j'ai déployés.
Donc, on voit que j'en ai un qui est vieux et que j'ai décommissionné, mais que j'ai encore laissé ici pour que vous puissiez voir l'historique. On a la possibilité d'aller l'archiver. Et puis ici, j'ai le cluster qui tourne dans le cadre de ce web séminaire. Quand je viens ici, j'ai une console qui me permet de voir un peu l'état de mon cluster. Notamment, voilà, on voit que c'est un cluster avec 3 masters et puis 3 compute nodes. Donc, j'ai fait volontairement un petit cluster, mais quand même avec de la haute dispo au niveau des masters, qui tourne sur la zone de Francfort chez Amazon, qui est en version 4.2. Donc, j'ai une petite synthèse. Je vois la consommation actuelle. Alors, ce n'est pas forcément en temps réel. Et puis ici, j'ai la possibilité de voir surtout s'il y a des erreurs qui ont été remontées. Donc ça, c'est une sorte d'hyperviseur hébergé chez Red Hat de vos différents clusters OpenShift. Et puis maintenant, on va aller regarder à l'intérieur de notre cluster, l'interface un petit peu d'administration. Donc, je suis déjà authentifié. Et quand on arrive sur Dashboard, qui est un peu notre page d'accueil, on a une vue complète de notre cluster. On voit les charges globales qui sont actuelles. On voit le nombre de nœuds, puis s'ils s'exécutent correctement. Et on voit le nombre de pods, donc de containers, voyons-le comme un container, même si ce n'est pas forcément le cas, qui s'exécute. Puis j'ai ici un petit historique qui me permet de voir quels sont les différents pods qui prennent le plus de CPU, qui consomment le plus de mémoire, quels sont les nœuds qui sont les plus chargés ou qui sont les plus consommés en termes de réseau, etc. Donc, une petite vue assez synthétique, mais qui est pratique pour voir l'état d'un cluster. On a la possibilité de voir des projets, de créer des projets. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, avant de découvrir l'interface, je vais aller déployer le cluster, puisque comme il y a quand même 6 containers à déployer qui sont… Alors, la première fois que je les déploie, comme je ne les ai pas encore chargés, l'image, il va falloir le temps qu'elle soit téléchargée une première fois. Donc, je vais aller déployer le premier, notre cluster de démo. Pour ça, il faut que je crée un projet. Donc, je vais créer un projet qu'on va appeler démo. Voilà. Et on va aller regarder ici cette notion d'opérateur. Donc vous avez, et ça c'est une des nouveautés dans OpenShift 4, ce qui s'appelle l'opérateur Hub, qui vous fournit un catalogue d'opérateurs déjà disponible avec toutes les technologies qu'on a vues tout à l'heure et puis même d'autres. Donc vous avez un vrai catalogue et nous on va aller utiliser l'opérateur qui s'appelle Couchbase. Donc je vais venir filtrer, il se trouve ici. Et vous avez la possibilité donc d'installer cet opérateur à l'intérieur de votre projet ou de manière globale sur le cluster. Nous, on va aller directement l'installer dans notre projet. Ça met un peu de temps. J'ai déjà constaté ça hier. Ça, c'est mon navigateur qui parfois a du mal à rafraîchir. Voilà. Donc ici, je vais venir le déployer non pas sur tout le cluster, mais dans mon projet, démo, et je vais venir déployer un opérateur. Donc là, ça déploie l'opérateur Couchbase. Ça y est, il est démarré. L'install est succide. On va voir que derrière, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un pod. Il y a un container. En gros, ça vient de démarrer un container qui s'appelle Couchbase Operator et qui est chargé de comprendre, d'interpréter, d'être capable de déployer des descriptions de cluster Couchbase. Je vais passer à la ligne de commande parce que j'ai déjà prévu un certain nombre de fichiers pour aller plus vite que j'ai mis ici. Donc, à la ligne de commande, je suis normalement logué. OC ou am I. Voilà, je suis là actuellement en cluster admin. Si je fais OC project et je suis connecté sur mon cluster, on voit que je suis sur un projet qui s'appelle test 3. Moi, je vais faire OC project démo pour me connecter sur mon projet démo. Quand je veux obtenir la liste des containers qui tournent dans ce projet, pour l'instant, j'en ai qu'un seul. C'est mon fameux Couchbase Operator qui est running et qui est en train de tourner depuis un peu moins d'une minute. La première chose que je vais faire, et ça c'est lié à l'implémentation que Couchbase en fait, c'est que Couchbase nous demande, quand on va vouloir déployer un cluster au travers de son opérateur, il nous précise qu'il faut stocker le login et le mot de passe, l'identifiant permettant d'accéder à l'administration de Couchbase,
il faut le stocker dans un objet qui s'appelle un secret. Ceux d'entre vous qui ont déjà OpenShift connaissent cet objet. Donc là, je vais venir créer un secret, ocreate-f de mon secret. Si je fais un cat de ce fichier, vous allez voir, c'est une description YAML très très courte, dans lequel j'ai mis un seul utilisateur, dont le username est admin, et son mot de passe, ce sera mypassword. Donc là, je viens de créer le secret. J'ai un opérateur qui tourne. La seule chose que maintenant va attendre cet opérateur, c'est que je lui envoie une description de cluster. Et là, il va falloir que je parle en langage, je parle d'un cluster Couchbase. Donc, l'objet là qu'on va déployer, d'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est une description YAML qui respecte la syntaxe Kubernetes. Mais on voit qu'ici, la version, on est en train de parler d'un objet de type Couchbase Cluster. Ce n'est pas un objet secret, ce n'est pas un objet de deployment, ce n'est pas un pod, c'est un cluster Couchbase qui est décrit dans ce fichier YAML. Tous les paramètres que vous voyez dans les spécifications sont vraiment propres au fonctionnement de Couchbase. Là, je demande par exemple d'avoir 2 types de serveurs, des serveurs qui s'appelleront data service et il y en aura 4 et ils ne contiendront que des datas. Le service data dans Couchbase, c'est celui qui permet de stocker et d'enregistrer des données directement formatées en JSON dans la base de données NoSQL de Couchbase. Et puis, j'ai créé un autre type de serveur que j'ai appelé All Service qui va nous permettre d'indexer, de stocker des données, mais également de les indexer, de requêter dessus, de faire des recherches textuelles et même de gérer de l'événement. Et là, par contre, je n'aurai que 2 nœuds comme ça. Si je viens changer ces variables, dès que je viens changer cette description, ça va automatiquement mettre à jour le cluster que je souhaite déployer. Et puis, la notion de bucket dans Couchbase, donc je vais assez vite, mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Couchbase, on pourra rentrer dans le détail sur d'autres websem du fonctionnement de cette solution. Mais un bucket, c'est en gros, voyez-le comme une base de données, un réceptacle de documents. Et là, je vais créer un bucket de type défaut. Avec des données éphémères, ça veut dire qu'il n'utilisera pas le disque dur, mais il travaillera que en RAM. Et je vais attribuer à chaque nœud un quota de 450 mégas de RAM. Donc, j'aurai 6 fois 450 mégas de RAM. Ce sera la taille totale disponible de mon cluster lors de mon premier déploiement. Je pourrai faire évoluer ces chiffres et tout va se mettre à jour. On le verra après. Donc, maintenant que je vous ai rapidement et brièvement présenté ça, je vais venir créer et injecter cette description d'un cluster Couchbase dans mon projet démo. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, l'opérateur, lui, il est en train d'écouter tous les objets de type Couchbase Cluster vont lui être renvoyés par Kubernetes. Kubernetes sait que cet opérateur, il gère les objets de kind de type Couchbase Cluster. Donc, quand je vais créer cette description, si je reviens sur si je fais ocget-pod, je vois, tiens, j'ai déjà un container qui est en train de se créer. Parce qu'en fait, l'opérateur vient de recevoir cette description de cluster. Il a compris qu'on venait de lui donner un nouveau challenge, c'est de déployer un cluster avec 6 nœuds, avec toutes les spécifications que j'ai mis. Et ben, il est en train de réaliser ses tâches et il est en train de créer un container. Donc, je fais ocget-pod. Voilà, là, le premier pod est running. Il est en train de configurer Couchbase à l'intérieur. Puis après, il va me déployer un deuxième nœud, puis un troisième, etc. On va aller regarder au travers de l'interface web ce qui se passe. Vous voyez, je le vois ici. D'ailleurs, il est déjà ici, mon container. Puis quand je vais regarder ce que fait l'opérateur, il est en train de me décrire toutes les opérations qu'il réalise. Notamment, c'est lui qui a décidé, voilà, il a décidé, il a compris que c'était lui qui était chargé de créer ce cluster et il est en train de le déployer. Donc, il nous a créé un premier pod qu'il a appelé cbexample0. C'est moi qui ai choisi le nom cbexample, puis après, il y a un incrément qui est fait. Et il est déjà en train de créer un deuxième pod qui s'appelle cbexample1. Puis quand il aura fini de lui faire rejoindre le cluster, il va en créer un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, jusqu'à arriver à notre cluster de 6 nœuds. Donc là, il est en train de réaliser toutes ces tâches et c'est le rôle de l'opérateur de faire ça. Si je viens supprimer la description du Couchbase Cluster
que je vous ai présenté précédemment, il va supprimer à ce moment-là tous ces containers immédiatement. Et puis, il n'est pas en train de créer que des pods, mais il est également en train de créer les services qui correspondent à chacun de ces pods. Voyez l'opérateur comme vraiment un opérateur qui réalise toutes les tâches d'administration qu'avant on devait réaliser à la main de manière automatique au travers d'un container qui s'exécute à l'intérieur d'OpenShift. Et il va être capable non seulement de réaliser ces tâches d'administration, mais également de réagir en fonction d'événements à des défaillances, à des changements de configuration. Si je viens lui demander de rajouter un nœud ou d'utiliser moins de RAM ou plus de RAM sur mes buckets, il va venir automatiquement changer la configuration sur tous les containers qu'il a déployés, qu'il supervise. Donc, c'est vraiment un chef d'orchestre qui est là pour faire plus rapidement les tâches qui nous prenaient avant quelques heures d'administration avec les risques qu'il pouvait y avoir. Là, il va réaliser tout ça de manière automatique. Donc, je vous montre ça dans le cas de l'opérateur Couchbase, mais les autres opérateurs ont le même objectif. Si on prend un opérateur qui déploie de l'Elasticsearch ou ce type de composants, parfois c'est des architectures un peu complexes à mettre en place. Là, on décrit dans un fichier YAML l'objectif que l'on souhaite, et puis c'est l'opérateur Elasticsearch qui s'occupera de réaliser le déploiement. Donc pendant que je parle, on voit que là, on est déjà sur un cluster avec 4 nœuds. Et puis, il y a un autre objet. Alors, il y a une seule chose qu'il ne nous fait pas automatiquement, c'est d'exposer une route pour l'administration. Enfin, en tout cas, moi, la route que je souhaite faire, c'est vraiment d'avoir une route publique en HTTP. Donc, j'ai créé une petite description de route qui va venir automatiquement nous ouvrir en plus une URL et nous permettre d'aller voir l'administration, la console d'administration de ce cluster. Donc, je fais OC-GET-ROUTE. Vous allez voir, voilà, ici, j'ai l'URL de mon administration et je vais pouvoir me connecter sur l'interface web de ce cluster. C'est là où je vais avoir besoin du login et du mot de passe qui a été créé tout à l'heure. Donc, on a vu que c'était admin. On se rappelle que c'est mypassword. Et là, quand je viens ici, je suis sur la console d'administration de Couchbase. Je vois que j'ai 6 nœuds de type data. J'ai 2 nœuds index. D'ailleurs, quand je vais aller regarder les serveurs, je vois que là, il est en train de… Alors, rebalance, c'est une opération qui permet de rééquilibrer la charge sur les nœuds. Comme le cluster a été fait en ajoutant des nœuds un par un, il rebalance à la fin. Mais vous voyez que j'ai bien l'objectif attendu, c'est d'avoir 4 containers qui font tourner le service data et 2 containers qui font tourner tous les services, y compris celui de data. J'ai un bucket default de type éphémère, comme on l'a vu dans la description dans ma description YAML de mon cluster. Et pour l'instant, je n'ai aucun document dedans parce que je n'ai pas de charge applicative qui tourne. On va aller générer une charge applicative. Alors, hop. Pour ça, je vais prendre le dernier petit fichier que j'ai préparé. Donc ça, ce que j'ai fait, je vais peut-être vous faire un cat juste avant. C'est une description de pod, là, ce que j'ai. Je vais juste venir placer un pod. Donc lui, il est éphémère. Il va durer 3, 4, 5 minutes. Et son but, ça va être de venir nous envoyer 1 million de documents à l'intérieur du cluster par vague et par lot, directement sur le cluster CB-Example qu'on a défini précédemment. Donc, il va nous faire ça avec un rythme de doc. Enfin, l'idée, c'est de vraiment simuler une charge de travail. Donc là, je fais aussi create de cette ressource. Et vous voyez que là, j'ai un pod qui est en train de démarrer et qui s'appelle CB-Example CLI et qui va venir, dès qu'il sera démarré, ce qui est le cas maintenant, presque, il est bientôt ready. Ce qui va nous permettre, voilà, regardez, on a déjà une charge qui arrive, on a 34 000 documents, et puis voilà, il nous envoie les documents au rythme à peu près de 15 000 documents par seconde. Et si on regarde là, la charge, on va voir qu'ici, notre cluster est fortement sollicité. Enfin, fortement. Non, il est sollicité, c'est basé sur des containers. Et on a
la possibilité de venir voir quand on fait bucket statistique. Voilà, on voit qu'on a une charge de travail qui arrive et qui tourne aux alentours de 15 000 documents secondes, puisqu'on a 6 containers qui sont chargés de répartir la charge. On voit le nombre de documents qui arrivent, et puis on voit bien qu'on est sur un cluster qui est en train, la RAM se charge de documents, on a de plus en plus de documents. Si on va en bas, on va pouvoir regarder un exemple de document. Tiens, je vais prendre celui-ci. Quand je vais dans Bucket, Document, ah, mince, je n'ai pas réussi à le copier bien. Alors là, pour la démo, je n'ai pas mis d'indexation, etc. Donc, ça m'oblige à, entre guillemets, connaître les ID de documents. Ah. Alors, il va réussir à me copier. Comme c'est rafraîchi assez vite, bon, je vais prendre PYMC. Allez, on va prendre celui-ci. C'est pour vous montrer un peu la structure des documents qui arrivent. Bon, l'interface n'a pas l'air d'être bien réactive à ma demande. Bon, c'est pas grave, de toutes les manières, l'idée c'est bien de voir, c'est des documents JSON qui font à peu près, voilà, ça y est, on en a qui sont vraiment des fausses données, mais on a un document qui pèse à peu près 100 octets, non, pardon, 50 octets il me semble, et avec une structure vraiment assez basique. Vous voyez, il y a un body qui a pour but de remplir avec des fausses données. Mais donc là, on peut observer avec le dashboard que j'ai bien une consommation et en tout cas une performance d'à peu près 15 000 documents secondes. Puis là, le temps que je vous parle, on a quand même encaissé près de 482 000 documents. Et quand il sera arrivé à 1 million, il arrêtera. Si on vient regarder un petit peu là, on a toujours nos nœuds qui sont réactifs. Puis dans le dashboard, on va se rendre compte qu'on a quand même voilà, de la RAM qui commence à être consommée. On a du CPU évidemment qui est consommé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est venir, pendant qu'il y a cette charge de travail, je vais venir tuer un nœud. Je vais arrêter un container. Ah, pardon, ça c'est mon client de connexion à distance qui se déconnecte. Voilà, je vais venir. Là, je suis sur un des 6 containers qui exécutent la charge et je vais venir le supprimer. Quand je vais venir dans mon interface, voilà, tiens, je vois immédiatement qu'il y a un nœud qui ne répond pas. Il est en failover et j'ai dit au cluster que si jamais au bout de 10 secondes, il y avait un nœud qui était en failover, je voulais qu'automatiquement, il réagisse et qu'il vienne reprovisionner un nouveau nœud pour le remplacer. Donc là, on va avoir l'opérateur qui est en train de faire son travail d'opérateur. Pardon, il est ici. Qui va détecter cette défaillance et le fait qu'on ait un container qui soit manquant et qui vient nous en déployer un nouveau. D'ailleurs, il est déjà ici, vous voyez, le 006, il n'est pas encore prêt, mais il vient d'être démarré. Et si on retourne voir notre opérateur, non, alors c'est pas celui-là. Ça, c'est la charge, pardon, l'opérateur est tout en bas. Voilà, si on vient de regarder un petit peu ce qu'il fait, vous allez voir qu'il a repéré qu'il n'arrivait plus à joindre le CB exemple 3 et il a donc pris la décision de le décommissionner. Un auto-failover has taken place et il est en train de créer le pod CB example 006 pour venir le remplacer. Et il le configure exactement de la même manière que le nœud qu'il a perdu. Et puis, une fois qu'il a terminé ça, il fait l'opération de rebalance pour rééquilibrer les documents au sein de notre cluster et au sein de nos 6 nœuds. Donc, toutes ces opérations, quand on n'a pas d'opérateur ou quand on utilise Couchbase en dehors d'OpenShift, c'est des opérations qui sont à réaliser à la main.
On reçoit des tickets d'incident, on doit intervenir pour se connecter à l'admin, regarder ce qui se passe, cliquer sur le bouton failover, venir provisionner une VM, etc. Donc tout ça, c'est des opérations qui sont lourdes. Là, on voit que l'opérateur il réagit instantanément. C'est nous qui allons pouvoir choisir son degré de réaction. Mais en tout cas, il est bien en train de réaliser toutes ces tâches en arrière-plan. Quand je reviens là sur mon opérateur Couchbase, je vois qu'il est bien en train de faire un rebalance de 6 nœuds, qu'il en est à 45%, exactement comme il est en train de nous le dire, comme l'opérateur est en train de le voir. C'est vraiment lui qui supervise. Donc là, on a vu le cas où on a mis en défaillance un nœud, et puis ce nœud, l'opérateur a bien repris toute cette configuration en main pour continuer à nous assurer le service. Sachant que pendant ce temps, j'ai toujours mes documents qui continuent à se charger. Alors là, sur un rythme un peu moindre parce que j'ai fait un cluster un petit peu petit et du coup, forcément, je suis limité par le CPU. Là, je consommais beaucoup de CPU avec ces opérations. Mais sur un cluster, je dirais, de vraie production, ou en tout cas des vrais clusters, et non pas un cluster de POC comme celui que j'ai monté ici, c'est quelque chose qui peut ne pas avoir d'impact, une opération qui peut ne pas avoir d'impact sur les performances. Et puis là, maintenant que le rebalance est terminé, je retrouve ma capacité de stockage que j'avais avant, ma capacité de charge que j'avais avant, qui tournait aux alentours de 12 000, 15 000 documents par seconde, ou opération par seconde. On va pouvoir voir voilà, que j'ai eu un léger pic, là quand j'ai perdu un nœud, et puis je récupère du coup ma charge de travail sans être intervenu du tout sur le cluster. C'est l'opérateur qui a fait tout le travail à ma place. Je vais terminer, donc là c'était la démo vraiment sur Couchbase. Je vais juste terminer un peu cette présentation parce que là on est déjà voilà, sur le temps, on approche la fin du WebSem. Juste pour vous montrer, on n'aura pas le temps voilà, de voir tous les menus, mais n'hésitez pas à nous poser des questions déjà après mon intervention dans quelques minutes. Et puis si vraiment vous voulez voir certains points précis de l'interface ou du fonctionnement d'OpenShift 4, on peut s'organiser après un petit point d'une demi-heure, une heure en one-to-one par rapport à vos problématiques. Là, l'intérêt, c'est de vous montrer aussi que la solution OpenShift, elle intègre plein de composants, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment un composant de dashboarding, et on va aller regarder, grâce à Grafana, tout ce qui s'est passé, la charge et ces pics de charge un petit peu qu'on a eu. Alors, là, je n'ai pas pris la bonne vue. On va déjà aller regarder la vue plutôt qui s'appelle namespace workload. Et je vais aller chercher le projet démo. Donc là, on peut voir de manière globale la consommation de l'opérateur. Et on va voir la possibilité, donc c'est dans ce… Désolé, il faut que je retrouve la bonne vue Grafana. Voilà, ici, j'ai une vue de tout ce qui s'est passé sur les dernières 20 minutes. Et vous voyez les évolutions de consommation de CPU. Notamment, là, il y en a un qui nous a pris beaucoup de CPU. C'était le Couchbase CLI qui était chargé d'envoyer les documents. Donc, lui, il prend beaucoup de CPU. Par contre, il n'a pas pris beaucoup de RAM. Là, il est ici. Et on voit que quand j'ai fait un failover, j'ai perdu un nœud, mais j'en ai un autre qui est réapparu. Là, on est sur ce nœud, le 0,6. Hop, voilà, un peu de mal à le suivre. Puis de toute façon, on voit ici les différentes charges. On voit que la RAM prise par notre application d'exemple, on va dire, elle était assez faible par rapport aux autres nœuds. Voilà, là, j'ai un memory usage à 28 mégas, alors que j'ai plutôt du 800 mégas sur mes nœuds de Couchbase. Par contre, en termes de CPU, on va plutôt être sur l'inverse, puisqu'on va se retrouver voilà, avec un des nœuds les plus chargés. En tout cas, ça va être le example CLI. Et puis, les autres ont une charge de CPU différente. Donc, vous voyez que le Grafana qui est intégré, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi cette partie, nous permet d'avoir une vue aussi de tout ce qui s'est passé sur notre cluster. Et puis, ce Grafana nous apporte un certain nombre de choses ou de vues qui nous permettent d'avoir une idée un peu précise de ce qui se passe sur notre cluster. Vous voyez, là, quand j'ai commencé la démo, on sent que j'ai quand même chargé un projet en particulier. Le projet démo qui est en vert a clairement pris beaucoup de consommation de cycle CPU.
Et puis, pareil sur la RAM. Par contre, j'ai d'autres composants, le monitoring notamment, qu'on est en train d'observer, qui consomment également. La base ETCD d'OpenShift consomme également de la RAM, puisque c'est une des raisons de ses performances, c'est qu'elle est en RAM. Donc voilà, je vais terminer là-dessus cette démo. C'était pour vous montrer, donc d'une part, comment fonctionnent les opérateurs, par l'exemple de Couchbase, et puis avec Grafana et les différents outils, vous montrer que OpenShift, ce n'est pas seulement un Kubernetes qui tourne, mais c'est aussi une interface web, c'est aussi des composants de monitoring qui sont déjà tout intégrés et qui vous permettent très rapidement, out of the box, entre guillemets, de venir observer le comportement et administrer votre plateforme. Je termine sur ce point, puis je vais laisser Milena prendre la main pour les questions-réponses. Oui. Et je reste disponible pour ces questions. Oui, on a juste une question qui est dans le chat. Qu'est-ce qui se passe si le pod opérateur, pour une raison ou une autre, crash? Il va être redéployé et il a la possibilité d'être redéployé. On peut même le superviser avec un deployment config ou un deployment qui va permettre d'avoir quelque chose qui supervise aussi notre opérateur. Et si ce pod opérateur est supprimé? S'il est supprimé, le cluster reste. Par contre, en cas de défaillance d'un nœud, il n'y a plus personne qui réagit. Le cluster reste. On n'a qu'à le faire, même d'ailleurs, si vous voulez. On va même faire… oui, alors c'est le choix, c'est au choix, l'un ou l'autre. Mais regardez, si je viens ici dans Workload, Pod, dans Installer d'opérateur, ici j'ai Couchbase Cluster. Si je viens supprimer mon Couchbase Cluster, là, si je fais Delete Couchbase Cluster, les 6 nœuds sont supprimés, tous les services sont supprimés d'un seul coup. Je vous ferai bien le test pour… on va faire le test. Et là, je n'ai plus de cluster. C'est normal, j'ai enlevé à l'opérateur le fait qu'il avait comme challenge de déployer ce cluster. Pour lui, il n'y a plus de cluster. J'enlève le Couchbase Cluster, il enlève tout, toutes les ressources. Par contre, si j'enlève le pod opérateur en laissant ça, donc, qui était l'objet de votre question, là, il va me laisser tout en l'état. Tout reste en l'état, mais n'est plus supervisé. Je dois passer en mode manuel. S'il y a la défaillance d'un nœud, c'est à moi de recommissionner un nouveau container, de venir le rajouter, de faire le rebalance. Bref, on est sur quelque chose de plus traditionnel, entre guillemets. Ah bah, oui, là, en l'occurrence, il y a un deploy config qui le supervise. Donc, il faut aussi que j'aille le supprimer lui-même. Parce que là, c'est prévu par défaut. Vous voyez, c'est qu'il y ait un deployment config qui supervise cet opérateur. Donc, je l'ai supprimé. Boum, il y en a un nouveau qui est arrivé. Puis, si on regarde les logs de ce nouveau, il va nous dire qu'il a été très rapidement élu comme étant l'opérateur leader. Voilà, I am the leader et tout. Donc là, il y a un deployment derrière. Donc, on va d'abord falloir aller supprimer le deployment et tout. Donc, je vais plutôt vous montrer l'autre cas où on vient supprimer le cluster. Donc là, j'ai mon cluster d'exemple. Je pourrais en avoir d'autres. Et quand je viens le supprimer, dès que je retourne dans pod, voilà, mes pods sont en train ils sont en terminating. Si je vais dans les services ont disparu. Et le temps que je fasse ça, quand je reviens, ça y est, j'ai plus de container qui tourne. Il n'y en a plus qu'un seul, c'est l'opérateur. Donc, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Non, il n'y en a pas. Donc, je propose qu'on termine la présentation maintenant. On reste disponible par mail. Vous allez recevoir un mail dans tous les cas lundi pour savoir si vous voulez la présentation et n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir participé à cette démonstration et à très bientôt. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.